Un homme trahit ses électeurs avec de fausses promesses, mais le karma ruine sa carrière. Tout commença dans la petite ville de Valcourt. Les habitants, fatigués de la misère, cherchaient une voix capable de leur redonner espoir. C'est alors qu'Adrien Varel, quadragénaire au visage charismatique et aux yeux d'acier, surgit comme un messie politique. Ses discours enflammés promettaient la renaissance économique, des emplois pour tous et la fin de la corruption qui rongeait la région. Sur la place centrale, des foules immenses l'acclamaient, persuadés d'avoir trouvé enfin celui qui transformerait leur avenir. Adrien, vêtu de son éternel costume sombre, levait les bras au ciel comme un prophète. Mais derrière chaque mot soigneusement choisi se cachait une vérité plus sombre. Il n'avait ni plan concret, ni réelle intention de tenir ses engagements. Son seul objectif était le pouvoir. Pourtant, à ce moment-là, nul ne doutait de sa sincérité. Les journaux le surnommaient déjà le sauveur de Valcourt et sa popularité montait à une vitesse fulgurante. Ce que la population ignorait, c'était l'accord secret qu'Adrien avait conclu avec des industriels véreux. En échange de financements colossaux pour sa campagne, il avait promis de fermer les yeux sur leurs pratiques illégales, une fois élu. La nuit, derrière des portes closes, il signait des contrats où ses promesses de justice disparaissaient au profit de privilèges privés. Chaque poignée de main était une trahison déguisée. Chaque sourire adressé à ses mécènes, une dette future. Son ambition était insatiable. Non seulement il voulait la mairie, mais il rêvait déjà d'un siège national. Le peuple, ignorant ses manœuvres, voyait en lui un homme intègre, prêt à se sacrifier pour la cause commune. Les affiches électorales, placardées dans les rues de Valcourt, montraient son visage rayonnant accompagné du slogan « Un avenir pour tous ». Ironie du sort, cet avenir n'était destiné qu'à ceux qui graissaient ses rouages politiques. Pourtant, dans son regard, parfois se devinait une lueur d'angoisse. Il savait qu'il jouait avec un feu qui pourrait, tôt ou tard, le consumer. La campagne d'Adrien prit rapidement des allures de révolution pacifique. Les marchés, les écoles et les quartiers les plus pauvres résonnaient de son nom. Les jeunes, particulièrement séduits par son énergie, l'entouraient comme un guide providentiel. Ses discours diffusaient des promesses concrètes: réduction des impôts, développement d'infrastructures modernes, aide aux familles endettées. Des larmes d'espoir coulaient parfois sur les visages fatigués des habitants. Pour la première fois depuis des décennies, Valcourt vibrait d'espérance. La presse nationale s'empara de ce phénomène, et Adrien devint l'incarnation d'un futur radieux. Derrière cette ferveur, il se persuadait que rien ne pouvait plus l'arrêter. Ses adversaires politiques, incapables d'égaler son éloquence, s'effondraient un à un dans les sondages. Il se croyait invincible, porté par une vague irrésistible. Pourtant, cette vague n'était pas une mer tranquille. Elle cachait déjà les remous du doute, de la suspicion et du karma qui attendait son heure pour se venger. Le soir des élections, la ville tout entière se rassembla sur la grande place. Des écrans géants diffusaient les résultats en direct. Les applaudissements et les cris d'euphorie résonnèrent lorsque le nom d'Adrien Varel apparut en lettres majuscules. Il était élu avec une majorité écrasante. Ses partisans dansaient, chantaient, pleuraient de joie. Adrien, sur le balcon de l'hôtel de ville, leva une main pour apaiser la foule et déclara d'une voix grave « Je suis à vous, je suis votre serviteur. Ensemble, nous bâtirons un avenir glorieux. » Les ovations couvrirent le ciel nocturne. Mais derrière ce théâtre d'émotions se cachait déjà la première fissure. Adrien savait que, dès le lendemain, il devrait honorer ses accords occultes. Sa conscience, qu'il tentait de faire taire, murmurait que chaque pas désormais le rapprocherait de la chute. Pourtant, porté par l'ivresse de la victoire, il repoussa cette voix intérieure. La gloire brillait trop fort pour qu'il accepte d'en détourner les yeux. Les premiers mois de son mandat furent marqués par une étrange inertie. Les habitants, impatients de voir les changements promis, attendaient la réalisation des projets annoncés. Mais Adrien multipliait les excuses. Il parlait de délais administratifs, de dossiers complexes, de blocages financiers. En réalité, ses alliés industriels prenaient peu à peu le contrôle de ses décisions. Les fonds publics disparaissaient mystérieusement dans des projets fantômes. Les emplois promis n'arrivaient jamais. Les écoles restaient délabrées, les routes non réparées. Dans les cafés, les murmures d'impatience devinrent des discussions amères. Certains rappelaient ses discours passionnés et se demandaient où étaient passés ses élans de justice. Adrien, lui, apparaissait de plus en plus souvent entouré de ses nouveaux amis, des hommes en costume au regard froid. Le peuple commença à douter, et comme un poison lent, la désillusion s'infiltrait dans chaque foyer de Valcourt. Adrien, qui avait cru dominer la situation, ne voyait pas encore que sa propre toile de mensonges commençait à se resserrer sur lui. Peu à peu, l'enthousiasme qui avait porté Adrien Varel s'effaça comme une flamme qui vacille. Dans les rues de Valcourt, les conversations prirent un ton amer. Les commerçants se plaignaient que les impôts n'avaient pas diminué, les ouvriers s'indignaient de l'absence des emplois promis, et les familles défavorisées constataient que leur vie n'avait guère changé. Dans les tavernes, les gens se souvenaient de ces grands discours vibrants d'espoir et les comparaient à la dure réalité quotidienne. Les visages autrefois souriants lorsqu'on évoquait son nom se transformèrent en masques de désillusion. Certains jeunes, jadis ses plus fervents partisans,
commencèrent à le traiter de traître et d'illusionniste. La confiance qui avait construit son ascension se fissurait chaque jour un peu plus. Adrien, enfermé dans son bureau, voyait ses murmures se transformer en vagues de mécontentement. Mais il se persuadait encore que le peuple oublierait, que sa verve suffirait à calmer la tempête. Pourtant, cette tempête n'était qu'à son commencement, et déjà les nuages noirs du désastre s'accumulaient à l'horizon. Les premiers articles critiques apparurent dans un petit journal local. Un rédacteur, audacieux et téméraire, osa écrire que les promesses d'Adrien Varel ne sont que des mirages. Ce texte fut repris par d'autres médias. D'abord timide, puis de plus en plus agressif. Très vite, les grands journaux nationaux envoyèrent des reporters à Valcourt. Des enquêtes révélèrent les contrats douteux signés par Adrien avec certaines entreprises. On parlait de détournement de fonds, de favoritisme et de complicités obscures. Les titres devinrent virulents. Le masque du sauveur tombe. Adrien Varel, l'homme des illusions. Un espoir transformé en cauchemar. Adrien, furieux, accusait la presse de complot. Mais son indignation sonnait faux. Ses sourires devant les caméras semblaient crispés. Ses mots perdaient de leur éclat. Ce qui autrefois fascinait les foules devenait suspect. Chaque interview tournait à l'interrogatoire. Et dans le silence de son bureau, Adrien comprit que le temps des flatteries était terminé. La meute journalistique ne lâcherait plus sa proie. Au moment où il aurait eu besoin d'appui solide, Adrien découvrit l'amère réalité de la politique. Les alliés ne sont fidèles que tant que l'argent et le pouvoir circulent. Les industriels qu'il avait financés se lassèrent de sa fragilité face aux critiques publiques. Certains commencèrent à l'éviter, d'autres lui imposèrent des conditions de plus en plus humiliantes. Adrien, qui se croyait maître du jeu, se retrouva soudain pris en étau. Ses protecteurs exigeaient qu'il sacrifie davantage de projets publics pour leurs intérêts privés, tandis que la population exigeait des résultats concrets. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'il signait de nouveaux décrets favorisant ses mécènes. Il se sentait prisonnier de ses propres choix, incapable de se libérer de ses chaînes invisibles. Le soir, seul devant son miroir, il ne reconnaissait plus le visage qui lui faisait face. Ce n'était plus celui du tribun flamboyant, mais celui d'un homme acculé, dévoré par la peur de perdre tout ce qu'il avait conquis. Un soir d'hiver, une manifestation éclata devant l'hôtel de ville. Des centaines de citoyens brandissaient des pancartes où l'on lisait « Trahison, rendez nos espoirs, Varel démission ». Les cris résonnaient jusque dans les couloirs du pouvoir. Adrien, enfermé à l'intérieur, regardait par la fenêtre la foule en furie. Ses gardes du corps le rassuraient, mais son cœur battait à tout rompre. C'était la première fois qu'il voyait de ses propres yeux la colère qu'il avait provoquée. Les slogans résonnaient comme des coups de marteau. Chaque mot le frappait plus fort que les précédents. Dans cette mer humaine de visages furieux, il distingua même certains de ses anciens partisans, ceux qu'il avait applaudis avec des larmes de joie quelques mois plus tôt. La douleur de cette trahison inversée, car il avait trahi mais c'était lui qui se sentait poignardé, commençait à ronger son esprit. L'homme qui croyait être adulé éternellement comprenait désormais que l'amour du peuple est une flamme capricieuse. Elle éclaire, mais peut brûler tout entier en un instant. À mesure que la colère populaire montait, une enquête judiciaire fut ouverte. Les procureurs, pressés par l'opinion publique, se mirent à éplucher les comptes de la mairie. Très vite, des incohérences apparurent. Des millions avaient disparu dans des projets fictifs, des contrats avaient été signés sans appel d'offres et des biens publics semblaient avoir enrichi des entreprises privées proches d'Adrien. Le scandale éclata avec la violence d'un orage. Les journaux publièrent des preuves irréfutables. Des témoins parlèrent et même certains de ses anciens conseillers commencèrent à collaborer avec la justice pour sauver leur propre peau. Adrien, terré dans son bureau, voyait son empire s'effondrer pierre après pierre. Son nom, jadis synonyme d'espérance, devenait un symbole de corruption et de duplicité. Plus il tentait de se défendre, plus ses mensonges s'enchevêtraient, révélant l'ampleur de sa tromperie. Le destin, qu'il croyait dominer, commençait à lui rappeler avec cruauté une vérité implacable. Nul ne peut trahir indéfiniment sans en payer le prix. L'image d'Adrien Varel, autrefois éclatante et admirée, se décomposait désormais à la une de tous les journaux. Ces portraits qui ornaient jadis les murs de Valcourt furent arrachés, parfois brûlés par des foules enragées. Les caricaturistes le représentaient avec un sourire carnassier, des poches pleines d'argent et des chaînes autour des poignets. La télévision, qu'il avait érigé en héros, multipliait désormais les débats sur la plus grande escroquerie politique du siècle. Les enfants dans la rue chantaient des refrains moqueurs à son nom, preuve que même l'innocence avait absorbé le poison de la trahison. Adrien tentait désespérément de restaurer son image à travers des discours improvisés, mais ses paroles manquaient de force. Elles semblaient creuses, usées, déconnectées de la réalité. Chaque apparition publique devenait une humiliation. Les huées remplaçaient les applaudissements. Les regards de haine remplaçaient les regards d'admiration. Son charisme, jadis son arme la plus puissante, s'était transformé en une coquille vide. Adrien comprit alors que ce qu'il avait construit sur le mensonge ne pouvait résister à la vérité. Son prestige n'était qu'un château de sable balayé par une marée inexorable. Autour de lui, le silence devint assourdissant. Ses plus proches conseillers, autrefois empressés de le flatter, l'abandonnèrent un à un. Certains démissionnèrent officiellement,
D'autres disparurent tout simplement, effaçant toute trace de leur collaboration. Ces bureaux, autrefois grouillants de monde, semblaient vides. Le téléphone sonnait de moins en moins, et lorsqu'il le faisait, c'était pour annoncer une mauvaise nouvelle. Un procès imminent, un contrat rompu, un allié perdu. Adrien errait dans les couloirs de la mairie comme une ombre, ses pas résonnant dans des espaces qui paraissaient désormais glacés. Même sa famille, lasse des menaces et des regards accusateurs du public, commençait à se distancer de lui. Les nuits, il restait éveillé, hanté par le silence qui envahissait sa demeure. Le monde entier semblait s'être ligué pour l'effacer. Cet isolement, plus cruel que les cris de la foule, fut pour lui un supplice lent, une descente dans un gouffre où personne ne tendait la main. Adrien, qui rêvait d'être entouré d'adulation et de pouvoir, goûtait pour la première fois l'amertume de la solitude absolue. Alors que sa réputation s'effondrait, Adrien découvrit une nouvelle douleur, celle d'être trahi par ses plus fidèles partisans. Certains de ses amis, qu'il pensait loyaux, révélèrent à la presse des informations compromettantes pour se sauver. Des conversations privées, des lettres confidentielles, des enregistrements secrets circulaires, prouvant qu'il avait planifié ses mensonges dès le début. Chaque révélation ajoutait une pierre au mur de sa condamnation. Adrien, abasourdi, ne comprenait pas comment ceux qui l'avaient tant applaudi pouvaient désormais l'écraser. Mais le plus cruel fut de voir un ancien conseiller, qu'il considérait comme un frère, se présenter comme témoin à charge devant les enquêteurs. Ces mots furent comme des poignards, décrivant Adrien non pas comme un visionnaire, mais comme un manipulateur froid et calculateur. Ce fut une trahison dans la trahison. L'homme qui avait trahi son peuple se voyait maintenant trahi par ses propres complices. Et dans cette ironie cruelle, le destin lui faisait payer sa duplicité en miroir. Le scandale prit une ampleur nationale lorsque les chaînes diffusèrent en direct l'ouverture du procès d'Adrien Varel. La salle d'audience, bondée de journalistes, résonnait des cliquetis des caméras. Chaque mot prononcé par le juge, chaque geste d'Adrien devenait un spectacle retransmis à des millions de spectateurs. Les accusations étaient lourdes. Détournement de fonds publics, corruption, abus de pouvoir et mensonges répétés sous serment. Adrien tenta de se défendre avec son éloquence habituelle, mais ses phrases, désormais vides de crédibilité, ne provoquaient que des sourires ironiques. Les témoins se succédaient, détaillant ses manigances et ses pactes secrets. Les preuves s'empilaient. Implacable. Le pays tout entier observait la déchéance d'un homme qui avait incarné l'espoir avant de devenir le symbole de la trahison. Le procès n'était pas seulement judiciaire, c'était un châtiment public, une mise en scène où Adrien servait de leçon à tous ceux qui croiraient que le mensonge peut régner éternellement. Chaque audience achevait un peu plus son honneur déjà brisé. Même avant que la justice ne prononce son verdict officiel, la société avait déjà rendu le sien. Pour la majorité des habitants, Adrien Varel n'était plus qu'un traître, un imposteur, un nom maudit. Dans les rues de Valcourt, ses anciens partisans détournaient le regard lorsqu'on évoquait son nom, honteux d'avoir cru en lui. Les plus virulents exigeaient non seulement sa destitution, mais aussi une punition exemplaire. Des associations de citoyens se formèrent pour réclamer des lois plus strictes contre la corruption, transformant sa chute en catalyseur de réforme. Adrien, lui, se sentait déjà condamné par les regards accusateurs qui le suivaient partout. Son corps se voûtait, sa voix perdait sa force. Il n'était plus qu'une ombre, un homme brisé avant même que le marteau du juge ne tombe. Le peuple, jadis son trône, s'était transformé en jury impitoyable. Et dans cet immense tribunal de la mémoire collective, Adrien Varel resterait à jamais l'exemple de ce que le mensonge peut détruire. Le jour du verdict judiciaire, la salle d'audience était silencieuse comme une cathédrale avant la messe. Adrien, assis dans le box des accusés, fixait le sol, incapable de soutenir les regards rivés sur lui. Le juge, d'une voix ferme, annonça la sentence. Plusieurs années de prison ferme, interdiction d'exercer toute fonction publique et confiscation d'une partie de ses biens. Le fracas du marteau résonna comme une cloche funèbre. Adrien sentit un poids écrasant s'abattre sur ses épaules. Ce n'était pas seulement la justice qui l'avait condamné, c'était aussi l'histoire. Il savait que son nom resterait gravé dans la mémoire collective, non pas comme un héros, mais comme un imposteur. Ses jambes tremblaient lorsqu'on l'emmena hors de la salle. Les caméras capturèrent son visage défait, autrefois charismatique, désormais marqué par la honte et la peur. Le peuple exultait devant les écrans, persuadé que justice était rendue. Adrien, lui, ressentait surtout le gouffre d'une vie brisée, une vie dévorée par l'orgueil et le mensonge. L'entrée d'Adrien dans la prison marqua le point de non-retour. Derrière les barreaux, il ne restait plus rien du tribun flamboyant. Les gardiens le regardaient avec mépris, les autres détenus le surnommaient « le menteur » et il errait dans sa cellule comme une âme en peine. Le silence des murs nus lui renvoyait chaque jour l'écho de ses promesses non tenues. Les nuits étaient les pires. Il revoyait les foules enthousiastes, les applaudissements, les sourires pleins d'espoir. Puis ses visages se transformaient en regards de haine.
l'accusant de trahison. Chaque souvenir devenait une torture. Adrien comprit que la vraie prison n'était pas faite de béton et de fer, mais de regrets et de remords. Les barreaux extérieurs n'étaient rien comparés aux chaînes intérieures qui l'écrasaient. Lui, qui avait rêvé de gloire, se retrouvait seul avec son mensonge, devenu son seul compagnon. Et dans ce silence oppressant, il commença à comprendre que le karma ne se contente pas de punir, il enseigne dans la douleur. À mesure que les jours passaient, Adrien fut hanté par les visages de ceux qui l'avaient trahi. Dans ses cauchemars, il voyait les familles ruinées par ses choix, les ouvriers sans emploi, les enfants privés d'écoles rénovées. Chacun venait le hanter comme un spectre accusateur. Même éveillé, il croyait parfois entendre leur voix dans les couloirs de la prison. Ces fantômes du passé étaient plus cruels que les barreaux, car ils le forçaient à affronter la vérité de ses actes. Adrien, qui avait toujours justifié ses décisions par l'ambition ou la nécessité, commençait à comprendre l'ampleur du mal qu'il avait semé. Il se demandait s'il pourrait jamais obtenir le pardon. Mais au fond de lui, il savait que non. Ses mensonges avaient brisé des vies et aucune excuse ne pouvait réparer cela. Cette prise de conscience fut sa plus grande torture, vivre chaque jour avec la certitude que son nom resterait synonyme de trahison et de douleur. Au-delà des murs de la prison, le monde continuait de tourner. Les réformes entreprises à la suite de son scandale portaient déjà ses fruits. De nouvelles lois anticorruption étaient votées, et d'autres politiciens craignaient désormais de suivre le même chemin. Le nom d'Adrien Varel servait d'avertissement dans les écoles, dans les débats politiques, dans les journaux. Il était devenu un symbole, non plus d'espoir, mais de ce qui arrive lorsqu'un homme se laisse dévorer par l'ambition et le mensonge. Même ceux qui tentaient de défendre sa mémoire finissaient par admettre son rôle destructeur. Adrien, enfermé, recevait parfois des journaux qu'il lisait en silence. Chaque article le réduisait davantage à une figure honnie. La mémoire collective, implacable, s'était refermée sur lui. Il comprit alors que son plus grand châtiment n'était pas seulement la prison ou l'isolement, mais cette éternité de honte gravée dans l'esprit des générations futures. Adrien Varel passa ses dernières années à ruminer sa chute, conscient que sa vie avait été un théâtre de mensonges. Dans ses rares lettres, il tentait d'écrire des mots de regret, mais il sonnait trop tardif, trop faible. Sa fin fut discrète, sans éclat, sans gloire. Pourtant, son histoire restait vivante dans la mémoire du peuple, comme une parabole sur la fragilité de la confiance et la force inévitable du destin. Le mensonge peut élever un homme pendant un temps, mais tôt ou tard, la vérité réclame son dû. Le karma, ce juge invisible, avait transformé son ambition en prison et son triomphe en désastre. Et dans cette tragédie, le peuple trouva une leçon éternelle. La vérité finit toujours par triompher. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a captivé et que vous souhaitez découvrir d'autres récits pleins de suspense, de trahison et de leçons de vie, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires.